Nouvelle vidéo, on va parler de sécurité web. Dans les sondages que j'avais faits, vous aviez été beaucoup à me dire que vous vouliez plus de pratique dans mon contenu YouTube. Eh bien, dans cette vidéo, vous serez servi. Ici, nous allons aborder la faille LFI, la faille RFI, mais aussi plein d'autres notions de sécurité web qui vont avec. Alors juste avant, je précise que dans les prochaines vidéos, cela sera également le cas. J'ai prévu du contenu beaucoup plus technique, beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressant. En fait, je pense que je vais alterner avec des contenus plus débutants et théoriques, qui me prennent beaucoup moins de temps à créer, et du contenu plus intéressant et plus technique, car je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais malheureusement, cela me prend un peu plus de temps. Comme d'habitude, notre pirate se balade sur un site marchand, et plus précisément, c'est un site de voitures. On voit qu'il y a plusieurs pages sur ce site, on a la page accueil, la page contact, la page acheter, ou encore la page conditions générales de vente. Moi, je voudrais bien changer de page. Donc ce que je fais, c'est très simple, je clique par exemple sur la page contact. Ainsi, là, on passe de accueil à contact. Alors là, jusqu'ici, il n'y a rien de bien méchant. Mais on voit dans l'URL que la page PHP reste la même, c'est index.php. La seule chose qui a changé dans l'URL, c'est le paramètre page. Ici, on est passé de page est égal à accueil.php à page est égal à contact.php. Ainsi, cela nous laisse présumer que c'est ce paramètre-là, donc le paramètre page, qui nous permet de faire la différence entre les différentes pages du site web. Donc ok, c'est très bien. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment peut-on pirater le site web avec cette information-là? Pour bien comprendre cela, on va tricher un petit peu. Regardons en détail le code PHP de la page web index.php. Alors je précise que dans de conditions réelles, cela ne sera pas possible. Vous n'aurez pas accès au code source. Ici, on va quand même le faire car c'est beaucoup plus simple. Voici ce que contient la page, c'est assez simple. On enregistre d'abord le contenu de la variable superglobale getPage qui contient le paramètre en haut, donc le paramètre page. Puis on inclut dans la page ce qu'il y a dans la variable file grâce à la fonction include en PHP. Elle permet d'exécuter du code PHP qui provient d'un autre fichier PHP. Ici, c'est celui dans le $file. Et en fait, c'est tout. Pour le reste, cela ne nous intéressera pas. Mais vous savez, on peut contrôler l'URL et changer ses valeurs. Du coup, je peux très bien changer la valeur du paramètre file et le mettre à n'importe quoi. Comme par exemple contact.php, cela passe directement à contact. Si je mets achat.php, cela passe directement sur la page achat.php. Ainsi, on n'a pas besoin de cliquer sur un bouton pour changer de page. On peut directement changer le paramètre. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on met un nom de fichier bidon à la place, c'est-à-dire une page qui n'existe pas? Eh bien, on va essayer, on va mettre xxx à la place. Eh bien, comme vous l'avez deviné, cela ne va pas marcher. On aura un warning de PHP, le fichier que vous avez inclus n'existe pas. Déjà, quand il y a une erreur, c'est très bon signe. C'est peut-être un signe que le développeur a mal codé quelque chose, et qu'ainsi il y a peut-être une faille et donc il faut creuser. Maintenant, on va aller plus loin. Qui a dit qu'on était obligé d'inclure des fichiers qui viennent du site web? On est d'accord, il y a plein d'autres fichiers sur le serveur, non? Et si on essayait aussi de les inclure? Bien, pour cela, on va tricher une deuxième fois. A votre avis, sur quel sous-dossier du serveur se situe ce site web? Eh bien, en fait, cela dépend. Sous Linux, on stocke la plupart du temps le site web dans le dossier var www, en tout cas sur Apache. Parfois, quand il y a plein de sites web sur un même serveur, alors il y a différents sous-dossiers dans var www. Parfois, on stocke même le site web dans le /home nom d'utilisateur et on met un lien symbolique de var www vers nom d'utilisateur pour des raisons de simplicité et des raisons de sécurité. Là, pour simplifier, on va dire que le site se situe dans var www. Du coup, dans notre variable page, on peut mettre un // qui signifie redescendre d'un dossier et redescendre encore d'un dossier, en tout cas sous Linux et sous Windows. Puis après, on peut rajouter un nom de fichier partant de la racine. Ici, je vais prendre l'exemple du fichier le plus connu, etc passwd. Donc ici, ça va remonter dans le fichier etc passwd. Ici, sous Linux, le dossier etc est un dossier qui contient plein de fichiers de configuration, comme par exemple le fichier passwd qui contient la liste de tous les utilisateurs, ainsi que des informations en plus sur ces derniers. Du coup, c'est un fichier qui est quand même assez sensible. Du coup, on inclut ce fichier et on voit qu'il s'affiche sur la page avec toutes les informations sensibles qui vont avec. En effet, la fonction include permet très bien de le faire. Donc on a fait ça avec etc passwd, mais en fait on peut le faire avec quasiment n'importe quel fichier. Alors pourquoi quasiment? Car le serveur il est lancé par un utilisateur. Et la plupart du temps, cet utilisateur est nommé www-data, si le serveur est bien configuré, je précise. Et cet utilisateur, il a des droits qui sont normalement assez limités, et du coup il ne peut pas faire n'importe quoi. Ainsi, il y a certains fichiers qu'il ne pourra pas lire.
Donc bien sûr, il n'y a pas que etc, passwd comme fichier sensible. Je vous propose de faire un petit tour de certains fichiers sensibles que vous pourrez trouver sur une machine Linux. On a etc shadow qui contient les hashes de mots de passe de tous les utilisateurs de la machine, heureusement n'est lisible que par route. On a /etc/apache2 qui contient les fichiers de configuration du serveur web, s'il est sous Apache. Cela peut être intéressant pour déduire des informations compromettantes sur le site, pour aller plus loin qu'une simple faille LFI. On a /etc/ssh/sshd-config qui contient la configuration du serveur SSH et certaines informations sensibles sur ce serveur. On a également /etc/sudoers qui contient des informations en plus sur les utilisateurs, c'est-à-dire qui peut faire quoi exactement. Normalement, il est également lisible que par route, mais on ne sait jamais. Il y a plein d'autres fichiers comme ça, mais je ne vais pas y passer toute la vidéo. Leur utilité est plus ou moins importante selon la situation. Alors attention, avant de continuer, il y a également une faille qui est nommée Directory Transversal qui ressemble beaucoup à la faille LFI, mais la différence avec LFI c'est qu'on peut juste lire les fichiers, mais pas les exécuter. Par exemple, si je trouve un fichier PHP hors du dossier courant qui se balade comme ça, eh bien vous pourrez l'exécuter avec LFI, ce qui ne sera pas le cas avec la faille Directory Transversal. Donc la faille LFI c'est un peu une amélioration de la faille Directory Transversal. Mais ce n'est pas fini. On avait vu que ce script pouvait lire et exécuter des fichiers qui sont sur un autre répertoire. Mais est-ce qu'il peut aussi exécuter des fichiers qui ne sont pas sur le même serveur, c'est-à-dire sur un serveur distant? Eh bien la réponse est oui, c'est la faille RFI. RFI veut dire Remote File Inclusion, ou en français, inclusion de fichiers distants. Ainsi, je vous propose d'inclure un autre fichier qui cette fois ne se situe pas sur le serveur de la victime, mais sur notre serveur. Rien ne nous empêche de mettre à la place d'un nom de fichier une URL qui pointe vers un fichier PHP sur notre serveur. En effet, la fonction include de PHP nous permet très bien de le faire. Du coup, on va appeler ce fichier fichier.php, très original, et on va juste mettre du code PHP qui va afficher test. Donc j'upload ça, et je mets le lien de la page dans l'URL. Là on voit que ça marche, cela affiche test, le fichier distant a donc bien été inclus. Et en plus il n'y a même pas d'erreur. Alors à quoi ça sert de faire tout ça? Par exemple, à partir de là, une personne malveillante pourra créer une fausse page de phishing sur son serveur et pourra l'inclure chez la victime, en lui passant le lien piégé pour capturer les identifiants de la personne. Petit exemple, si je change le paramètre page et que je mets un vrai site web, donc une vraie URL d'un vrai site web, alors on voit que la page s'est très bien répliquée. Et du coup, à partir de là, le pirate il peut très simplement créer une fausse page piégée et l'inclure sur le lien malveillant. Mais à part ça, en fait, le code reste exécuté sur mon serveur, et non sur le serveur de la victime. Du coup, en fait, ça sert un peu à rien, car on ne peut pas faire grand chose de plus. Est-ce qu'on aurait un moyen d'exécuter le code, mais cette fois-ci sur le serveur de la victime plutôt que sur notre serveur? Eh bien la réponse est oui, sinon je ne vous en parlerai pas. Comment on fait? C'est vraiment très simple. On remplace l'extension du fichier .php à fichier.txt. Et on inclut ce même fichier, fichier.txt. La fonction include de PHP va donc le lire et exécuter sur son serveur directement, contrairement à l'extension PHP qui l'exécutera sur le serveur distant. Donc pour vous prouver que ça marche, dans le code PHP, je vais mettre du code pour inclure la page ht.php. Et là on voit que cela fonctionne, le code est exécuté côté serveur de la victime, alors que j'ai mis le code PHP sur mon serveur. Maintenant qu'on peut charger le code PHP de notre serveur et l'exécuter sur la machine cible, c'est le jackpot, vous avez quasiment gagné. Si vous avez vu ma vidéo sur la faille upload et les reverse shell, eh bien on peut faire exactement la même chose. On va inclure un reverse shell qui est un code qui va nous permettre de prendre le contrôle de la machine et de pouvoir taper des commandes dessus. Donc on peut très bien coder un reverse shell soi-même, mais moi j'ai un peu la flemme. Du coup je vais prendre du code déjà prêt sur GitHub et je vais le mettre sur mon fichier .txt. J'upload tout ça et je mets le lien dans l'URL. Puis après je lance le serveur qui va contrôler le shell et recevoir les connexions. Et on voit que cela fonctionne, je peux tranquillement taper des commandes sur le serveur de la victime, comme si je pouvais taper des commandes chez moi. Alors est-ce que c'est fini pour autant? Non, pas encore, mais on y est presque. Comme je l'avais dit avant, on n'est pas encore super utilisateur. Du coup, nos droits sont limités. Et du coup, on ne peut pas tout faire sur la machine. Le prochain et dernier challenge sera donc de devenir super utilisateur sur la machine, en exploitant des failles de sécurité présentes sur cette machine et sur le système d'exploitation Linux, si la machine est sous Linux. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo sur l'élévation de privilèges. C'est un sujet qui est passionnant, mais qui est complètement différent de cette vidéo.
Mais sinon, à part le reverse shell, il y a également plein de choses malveillantes qu'il est possible de faire, comme par exemple l'exécution d'un ransomware de site web qui lui chiffrera tous les fichiers du serveur, ou tout simplement ce qui est fait de façon classique, c'est-à-dire extorquer la base de données du serveur pour récupérer les hashes de mot de passe et essayer de les craquer. Donc attention, la morale ici c'est de ne jamais faire confiance aux données de l'utilisateur. Mais comment fait-on pour se protéger de cette attaque? Et comment contrer ces protections-là? Eh bien, comme d'habitude, il faudra analyser le paramètre page pour voir s'il n'y a pas quelque chose de suspect, comme par exemple un nom de fichier bizarre, ou des points, points, slash et autres caractères spéciaux. Par exemple, un filtre simple serait de remplacer tous les caractères point, point, slash par rien du tout, ou une chaîne vide, comme dans le filtre PHP suivant. Ainsi, il ne sera pas possible de remonter de dossier. Mais est-ce que ce filtre est suffisant? Eh bien non en fait. Par exemple, si je mets des anti-slash à la place des slash, eh bien ça va marcher parfaitement, car ce n'est pas couvert par le filtre. Aussi, si je mets point, 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 slash, slash, ça va être remplacé par point, point, slash, en enlevant le point, point, slash du milieu. Et du coup, je pourrais réinclure mes dossiers sans même utiliser d'anti-slash. Ainsi, grâce à des petites magouilles comme ceci, il sera possible de bypasser les filtres. Même chose pour le filtre de la faille RFI suivant, remplacer https par des espaces, bien je vous laisse deviner comment peut-on bypass ce filtre-là de façon assez simple. Il est également possible de filtrer des données de plusieurs façons différentes. Ici, je vous ai juste montré quelques petits exemples comment il était possible de le faire. Alors oui, on ne connaît pas à l'avance le filtre car on n'a pas toujours le code. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire des suppositions sur les types de filtres et les tester un à un avec une machine. Donc tester de bypass avec un filtre, tester de bypass avec un supposé deuxième filtre, etc., etc., plutôt que de tout faire à la main. Ça s'appelle le fuzzing et cela peut vraiment aider. Du coup, le mieux, c'est juste de faire une whitelist, c'est-à-dire autoriser uniquement quelques noms de fichiers, comme accueil.php, achat.php, contact.php, etc., etc., et rejeter tout le reste qui n'est pas exactement égal à l'un de ces noms de fichiers. Comme ça, on est quasiment sûr de ne rien laisser passer. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur la faille LFI et sur la faille RFI. D'ailleurs, petite nouveauté, vous me l'avez beaucoup demandé, si vous voulez pratiquer, j'ai mis à disposition tout le code du site vulnérable. Et j'ai également inclus quelques petits exercices pour vous faire pratiquer. Le lien est bien évidemment dans la description. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous pouvez vous abonner à la lettre du hacker où je vous envoie par mail 1 à 3 fois par semaine des conseils pour apprendre la sécurité informatique, ainsi que du contenu confidentiel sur la cybersécurité que je ne poste pas sur YouTube pour des raisons évidentes. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'appuyer sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Ça ne vous coûte rien et c'est vraiment le meilleur moyen d'aider la chaîne pour me pousser à faire plus de contenu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la cybersécurité.